Les Rose-Croix, société secrète ou chemin spirituel oublié. L'évocation de ce nom seul suffit à convoquer des images de mystère, de savoirs ancestraux et de conspirations murmurées à l'ombre de l'histoire. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce symbole puissant, l'union d'une rose et d'une croix? Est-ce une organisation clandestine tirant les ficelles du monde? Ou bien une tradition philosophique discrète, une voie de transformation intérieure accessible à ceux qui la cherchent? Pour le comprendre, il nous faut remonter le temps, à une époque de bouleversement profond où la science, la foi et la magie n'étaient pas encore des domaines séparés. Nous sommes à l'aube du XVIIe siècle. L'Europe est un continent en pleine effervescence. L'humanisme de la Renaissance a replacé l'homme au centre de l'univers. La réforme protestante a brisé l'unité de la chrétienté. Et l'invention de l'imprimerie a permis une diffusion des idées sans précédent. C'est dans ce bouillon de culture, de tensions politiques et de quêtes spirituelles que le mouvement rosicrucien va faire son apparition. Il ne naît pas de rien. Il est l'héritier de courants de pensée anciens, redécouverts et réinterprétés. L'hermétisme, attribué au mythique Hermès Trismégiste, qui enseigne la correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Le néoplatonisme, qui voit dans le monde matériel le reflet d'un monde d'idées pures. Et la Kabbale chrétienne, qui cherche les secrets divins dans l'interprétation mystique des textes sacrés. Des figures comme Paracelse, médecins et alchimistes, ont déjà ouvert la voie en unissant l'observation de la nature à une profonde spiritualité. C'est en 1614 que le premier coup de tonnerre retentit. Un texte anonyme, la Fama Fraternitatis, circule en Allemagne. Il raconte l'histoire d'un personnage légendaire, Christian Rosenkreuz, né en 1368. Après un long périple initiatique en Orient, où il aurait recueilli la sagesse des anciens, il serait revenu en Europe pour fonder une fraternité secrète. Le but de cet ordre? Partager cette connaissance pour provoquer une réforme universelle et générale de tout le monde. L'année suivante, un second manifeste, la Confessio Fraternitatis, confirme et précise le projet. Il s'adresse aux savants d'Europe, les invitant à abandonner leurs querelles stériles pour se joindre à la fraternité et œuvrer à une science nouvelle, alliant le spirituel et le matériel. Enfin, en 1616, paraissent les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz, un récit allégorique complexe décrivant un parcours initiatique en 7 jours, riche en symboles alchimiques et astrologiques. Ces 3 textes, dont la paternité reste débattue, sont le socle fondateur du rosicrucianisme. Ils ne proposent pas un dogme, mais une invitation. Une invitation à la réforme intérieure, à la quête de la connaissance universelle et à la compréhension du langage des symboles. Au cœur de cet enseignement se trouve le symbole qui lui donne son nom. Derrière le mythe, les Rose-Croix représentent surtout une tradition ésotérique tournée vers la transformation intérieure. Et ce symbole en est la clé. La croix, d'abord. Loin d'être uniquement un emblème chrétien, elle est ici un symbole universel. Elle représente le monde matériel, le plan de l'existence terrestre, avec ses 4 directions, ses 4 éléments. La croix symbolise l'épreuve humaine, la matière, l'incarnation. C'est le fardeau et l'expérience de la vie, le champ de bataille où nos dualités s'affrontent. C'est le corps physique, notre véhicule dans ce monde. Puis, au centre de cette croix, il y a la rose. La rose, elle, représente l'éveil, la sagesse et l'âme qui s'ouvre. Fleur de la perfection, aux pétales multiples qui se déploient en couches, elle symbolise le déploiement progressif de la conscience, le cœur spirituel de l'être humain. Elle est la promesse de l'accomplissement, la beauté qui peut naître de l'épreuve. Ensemble, elles racontent un voyage, traverser l'ombre pour révéler la lumière en soi. L'âme, la rose, s'épanouit au point d'intersection des défis de la vie, la croix, transformant l'expérience matérielle en sagesse spirituelle. Mais comment ce voyage s'accomplit-il? Les manifestes restent discrets sur les pratiques exactes, mais ils dessinent les contours d'une éthique et d'une méthode. Le principe fondamental est l'étude libre, sans dogme imposé. Le rosicrucien est avant tout un chercheur, un philosophe par le feu, comme le disaient les alchimistes. Cette quête intellectuelle est indissociable d'une pratique intérieure. La méditation, le silence, l'introspection. Il s'agit de créer en soi un espace de calme pour entendre la voix du silence. L'éthique est centrale. La connaissance acquise n'est pas un but en soi, mais un moyen de se perfectionner pour mieux servir l'humanité, de manière discrète et désintéressée. On parle souvent de l'union de l'oratoire et du laboratoire.
L'oratoire, c'est le lieu de la prière, de la contemplation, du travail sur soi. Le laboratoire, c'est le lieu de l'étude de la nature, de l'expérimentation, qu'elle soit physique comme en alchimie, ou symbolique. Il ne s'agit pas de transformer le plomb en or, mais de transmuter les aspects les plus denses de sa propre personnalité en qualités nobles et lumineuses. L'apparition des manifestes au XVIIe siècle provoque une véritable tempête. D'un côté, un enthousiasme immense. Beaucoup d'intellectuels, de médecins, de philosophes, comme René Descartes ou Gottfried Leibniz, s'y intéressent de près, fascinés par la promesse d'une science universelle et d'une réforme spirituelle. De l'autre, une vague de scepticisme et de condamnation. Qui sont ces frères invisibles? Existent-ils vraiment? L'Église les accuse d'hérésie. D'autres les voient comme des charlatans ou des fauteurs de troubles politiques. Une véritable guerre des pamphlets éclate. Des centaines de textes sont publiés pour défendre, attaquer ou parodier la fraternité. À Paris, en 1623, de mystérieuses affiches apparaissent, annonçant la présence des frères de la Rose-Croix, visibles et invisibles. La panique s'empare de la ville. On les accuse de tous les maux, on les confond avec des sorciers ou des espions. Cette controverse a durablement forgé l'image d'une société secrète, alors même que les manifestes originaux semblaient surtout lancer un appel à un mouvement d'idées, une fraternité d'esprit plus qu'une organisation structurée. Après cette explosion initiale, le mouvement semble disparaître, retournant à l'invisibilité. Mais l'idée, elle, a été plantée. Elle continue d'infuser la culture européenne, notamment au sein de la franc-maçonnerie naissante, qui adoptera certains de ses symboles et de ses grades. Il faut attendre le 19e siècle et la vague du réveil occulte pour que la Rose-Croix réapparaisse au grand jour. Des figures comme Stanislas de Guaita en France ou William Wynne Westcott en Angleterre fondent de nouveaux ordres qui se réclament de l'héritage de Christian Rosenkreutz. Le XXe siècle verra naître de multiples organisations rosicruciennes à travers le monde, chacune avec sa propre interprétation de la tradition. Certaines se concentrent sur une approche mystique et dévotionnelle, d'autres sur l'étude symbolique et philosophique, d'autres encore sur une structure initiatique avec des grades et des rituels. Il est important de noter que ces mouvements modernes sont des reconstructions, des réinterprétations de l'impulsion originelle du XVIIe siècle. Ils ne peuvent revendiquer une filiation historique directe et ininterrompue, mais ils témoignent de la pérennité et de la puissance d'attraction de l'idéal rosicrucien. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet héritage? Au-delà des organisations, le symbole de la Rose-Croix continue d'inspirer une démarche personnelle. Il nous rappelle l'importance de l'équilibre entre le spirituel et le matériel, entre la contemplation et l'action. Il invite à un développement intérieur constant, à cultiver le discernement pour distinguer l'essentiel de l'illusoire. Il prône un service désintéressé, une contribution positive au monde, non pour la gloire, mais par devoir éthique. C'est une philosophie qui encourage à voir le monde comme un livre de symboles à déchiffrer, que ce soit dans la nature, dans l'art ou dans les événements de notre propre vie. Bien sûr, face à un sujet si riche, l'esprit critique est essentiel. Il faut savoir faire la part des choses entre les documents historiques, les interprétations légitimes et les fantasmes qui ont proliféré au fil des siècles. Pas forcément un complot, mais une quête de connaissance, de silence et de vérité intérieure. Une quête qui ne se mène pas dans l'ombre pour dominer le monde, mais dans le secret de son propre cœur pour se transformer soi-même. En définitive, la Rose-Croix est moins une réponse qu'une question posée à chacun de nous. C'est une voix qui suggère que la plus grande des connaissances n'est pas cachée dans un grimoire inaccessible, mais qu'elle sommeille en nous. Le voyage de la croix à la rose est le voyage de toute une vie, celui de la conscience qui s'éveille à sa propre nature, transformant les épreuves en force et l'ignorance en lumière. Le véritable temple est à l'intérieur, et la clé est entre nos mains. Et si le vrai secret, c'était toi ?